De retour dans l'Africa Newsroom, Aurélie Ganga, Jackie Moifo, Alfred Chango sont toujours avec nous. Merci à tous les trois d'être restés sur ce plateau. Tout de suite, le grand angle. Et on parle aujourd'hui de l'aide publique au développement. Son montant pour l'année 2017, plus de 146 milliards de dollars, soit 0,31% du PNB des pays de l'OCDE. Une année donc assez mitigée par rapport à 2016. On regarde ce sujet de Nelly Claude Bessa et après, place au débat. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, l'aide extérieure accordée par des donateurs publics aux pays les moins avancés a atteint 146,6 milliards de dollars en 2017, soit un recul de 0,6% par rapport à 2016. Durant cette période, il a été surtout constaté une augmentation du volume de prêts accordés aux pays en développement, notamment en Afrique. Selon l'OCDE, l'aide publique au développement a augmenté de 13% en 2017 et pour certains pays donateurs, les prêts concessionnels ont représenté plus du quart de l'aide bilatérale. Soutenir les pays en développement par le biais de l'aide publique au développement est le moyen le plus rapide de faire prévaloir la stabilité et la croissance inclusive. Les pays donateurs devraient mettre à profit la période de croissance économique actuelle pour intensifier leurs efforts, pour augmenter leur niveau d'aide au développement et assurer que cette aide aille aux pays ayant le plus besoin. Entre 2016 et 2017, l'aide bilatérale aux pays les moins avancés a augmenté de 4% en termes réels, culminant à 26 milliards de dollars après plusieurs années de baisse. De manière générale, l'aide à l'Afrique a augmenté de 3% pour s'établir à 29 milliards de dollars et l'enveloppe financière accordée à l'Afrique subsaharienne a progressé dans les mêmes proportions pour atteindre 25 milliards de dollars. L'aide humanitaire a augmenté de 6,1% en termes réels, passant à 15,5 milliards de dollars. Figurez-vous qu'il y a donc face à la crise internationale, la crise mondiale internationale, l'aide publique au développement s'essouffle et continue de s'essouffler. Elle n'est pas du tout efficiente et ça continue de creuser nos déficits publics puisque le service de la dette, comme vous le savez, est extrêmement lourd pour nos pays et donc tous les accords d'échelonnement et de rééchelonnement de la dette, le Club de Paris, n'ont pas suffi aujourd'hui pour réduire en tout cas les difficultés. Donc nous devons trouver de nouvelles sources de financement, nous devons trouver des alternatives. En 2017, 5 pays membres du Comité d'aide au développement, notamment le Danemark, le Luxembourg, la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni, ont atteint l'objectif fixé par les Nations Unies de maintenir l'aide publique au développement à un niveau égal ou supérieur à 0,7%. Cette aide représente plus de 2/3 du financement extérieur affecté aux pays les moins avancés. Le défi dans les pays bénéficiaires, notamment en Afrique, sera de mobiliser l'investissement privé et accroître leurs recettes fiscales pour ainsi réaliser les objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies. Alors une question qui revient quand même assez souvent, faut-il maintenir l'aide publique au développement? Est-ce que l'Afrique a les moyens de s'en affranchir Jackie Moifo? Je ne comprends même pas pourquoi on parle de cette aide, pourquoi cette aide publique au développement existe. On parle d'aider les pays qui sont éternellement en voie de développement. Cela fait 60 ans qu'ils sont entre guillemets indépendants et il faut toujours les aider. Pourtant, ces pays-là regorgent de ressources incommensurables. Tout ce qu'il faut à l'Afrique aujourd'hui, c'est de la bonne gouvernance, c'est le respect des pays occidentaux qui tiennent ceux qui sont à la tête de ces pays-là. Cette aide publique au développement ne représente pas grand-chose par rapport à ce que la diaspora africaine renvoie dans leur pays d'origine. Alors moi, je pense que c'est une duperie à ciel ouvert. Tout le monde regarde, les gens dupent l'Afrique et voilà ce que je pense. Aurélie Ganga. Je dois malheureusement partager le point de vue de mon confrère et essayer d'avoir une analyse plus profonde. Parce que dans la réalité des faits, l'Afrique n'a pas besoin de cette aide publique au développement. Il faut l'analyser. Cette aide vient d'où? Pourquoi on nous la donne? Parce que, excusez-moi, ce n'est pas des philanthropes. Et d'un coup, ils décident, par l'onction du Saint-Esprit, de venir aider les pauvres petits Africains. Non, la réalité est beaucoup plus pernicieuse. C'est le prolongement d'un système qui existe depuis déjà, je dirais, plus que des siècles,
je dirais que c'est un système qui existe et qui même a participé au renforcement de l'esclavage en tant que valeur marchande, où on a décidé de prendre des Africains pour pouvoir aller planter la canne aux Antilles et aux Amériques, parce que ça rapportait de l'argent. Donc la réalité, cette aide publique au développement étouffe les Africains. Il y a une économiste zimbabwéenne, je crois, une femme brillante, qui a fait un plaidoyer magnifique dans un ouvrage où elle expliquait qu'en réalité, l'Afrique n'a pas besoin d'aide publique. Savez-vous combien rapporte l'Afrique? Parce que selon un rapport qui a été publié par Oxfam, je crois, il y a à peu près 2-3 ans, 2-3 ans, oui. L'Afrique rapporte, en réalité, on donne à l'Afrique plus de 35 milliards de dollars US en toutes sortes d'aides. Mais en réalité, elle rapporte plus de 93 milliards de dollars. Donc quand vous faites le ratio... Le ratio, c'est un tiers qui est... L'exploitation des matières premières ne bénéficie pas aux Africains. Parce que l'industrialisation, c'est ça la réalité. L'Afrique a besoin d'industrialisation. Et pour pouvoir transformer ces matières premières, elle a besoin de pouvoir s'industrialiser. Et pour pouvoir s'industrialiser, elle est obligée d'aller demander, de tendre la main. On est toujours en train de quémander. Alors que je ne comprends pas. En fait, pour moi, c'est du néo-esclavagisme qui revêt des habits de diplomatie. Oui. Bon, alors, l'Afrique pourrait très bien aussi s'en défaire, Alfred Chongo. Mais peut-elle s'en défaire? C'est là où est la question. C'est la question. Est-ce qu'elle a les moyens de s'en défaire? Alors, en tout cas, tous les deux, vous soutenez le fait, et c'est d'ailleurs l'avis de plusieurs analystes, que l'Afrique a véritablement les moyens de s'en défaire, mais certains veulent conserver ce système-là. Alfred Chongo. Je ne sais pas si certains le veulent. Alors certains, en tout cas certains pointent le fait que cet argent-là bénéficie à certains gouvernements, voilà. À certains gouvernements, oui, mais ce qu'on prétend nous donner, on le reprend de l'autre côté. Donc excusez-moi. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le système économique international, le système financier international, le système commercial international a toujours été, depuis, si on prend le système monde, le système monde économique depuis le XVe siècle jusqu'à aujourd'hui, ce système a été régi, organisé, structuré par l'Occident. Par quelques pays de l'Occident. Par l'Occident. Par quelques pays de l'Occident. Ça c'est après, mais sinon, dès le départ, ou à partir du XVe siècle, c'est vraiment l'Occident, et puis les États-Unis sont venus s'engouffrer là-dedans, etc. L'Espagne, la France, l'Angleterre, l'Hollande, l'Allemagne. C'est ça. Donc, l'Occident. Et avec les indépendances africaines, le système de dépendance a continué. Qu'on se souvienne qu'en 1954, Cheikh Anta Diop proposait à l'époque qu'il y ait les États-Unis d'Afrique, des côtes libyques à l'Afrique australe, pour pouvoir rompre la chaîne de la dépendance vis-à-vis du système international, mais constituer l'Afrique en un seul bloc face à l'Occident, pour pouvoir être capable de discuter, de négocier d'égal à égal, de partenaire à partenaire. Or, avec les indépendances africaines, aucun chef d'État africain n'a été capable justement d'aller dans ce sens-là, de dire, au lieu des micro-États que nous avons, des blocs, faisons que l'Afrique soit un seul et unique interlocuteur vis-à-vis de ces systèmes. Ça, c'est une première chose. Mais dès le moment où on est entré dans ces systèmes-là, Banque mondiale, Fonds monétaire international, et maintenant le système de l'OCDE avec toutes les conférences G7, G20, on est toujours dans ce système de dépendance. C'est-à-dire qu'au fond, d'un côté, effectivement, puisque le monde est relié aujourd'hui, on est interdépendant, ce qui manque à l'Afrique véritablement, c'est cette capacité, cette volonté politique de dire nous avons des richesses, nous avons la main-d'œuvre, qualifiée ou pas, mais nous pouvons en former pour nous industrialiser et pouvoir transformer nos matières premières, nos produits sur place. Or,
rares sont les chefs d'État africains qui raisonnent en ces termes-là. Non, je crois qu'il faut peut-être mesurer. C'est pas parce que les chefs d'État ne le veulent pas. C'est parce que ceux qui voudront s'affranchir, si je puis me permettre, ceux qui voudront s'affranchir d'un système. Ceux qui voudront ça. Bah, écoutez, le président. Un seul chef d'État africain. Attendez, laissez-moi terminer mon analyse, sinon c'est pas un débat. Je suis désolée, mais le président du Ghana il a expliqué. Il a expliqué. Oui. Alors pardon, mais quelques jours après, il a quand même fait. Oui, mais voilà, il y a quand même un discours, et puis de l'autre, il y a les faits aussi. Non, mais attendez. Il y a cette base américaine en train de s'installer au Ghana. Soit on est dans un débat, donc on laisse chacun développer son point de vue et on essaie de comprendre. Nous sommes là pour éclairer vos téléspectateurs. Moi, je crois que le problème est plus pernicieux que ça. J'étais lundi dernier au cinéma du Châtelet et il y a la petite nièce d'Édouard Glissant qui a fait un magnifique documentaire avec comme partenaire TV5 qui va être diffusé très bientôt, La route des esclaves. Cette route est essentiellement économique et on se rend compte que les mécanismes de ces routes qui ont été uniquement économiques, les échanges commerciaux, où on a créé des zones d'échange entre États européens et l'Afrique n'était qu'un continent où on venait se servir, c'est que la réalité, ça fait des siècles que ce continent, on ne fait que prendre, on ne lui donne pas. Si vous permettez. L'aide publique au développement, l'Afrique n'en a pas besoin, et pour que les chefs d'État africains puissent réellement s'en défaire, il faut qu'effectivement, il y ait des pratiques de bonne gouvernance, mais il faut qu'on ait réellement les fondements de véritable démocratie. On n'arrive pas à s'affranchir de la tutelle occidentale. On ne maîtrise pas les marchés financiers. Jackie Moifo qui veut terriblement intervenir. Entre confrères, partageons le temps de parole. Je vous en prie, allez-y. Dans mon livre, Ils ont vendu mon frère, je touche ce problème-là. Je l'évoque car le problème économique est aujourd'hui vecteur des fléaux de l'Afrique. Si ces jeunes gens partent tous de leur pays, il y a bien une raison pour cela. La mauvaise gouvernance, le manque de liberté, le manque de rêve, tout est versé dans ce livre Ils ont vendu mon frère. J'essaie d'expliquer le pourquoi ces jeunes gens décident comme ça en masse de quitter leur continent qui est le plus riche au monde pour rejoindre un autre totalement de manière hasardeuse. Il faut aussi comprendre, toujours dans ce livre, j'explique mes rencontres avec Dominique Strauss-Kahn, avec Michel Roussin, à qui j'ai dit certaines choses. Je leur ai expliqué il y a 15 ans bientôt qu'une autre France-Afrique était possible, que la France gagnerait à changer sa politique africaine. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, au lieu d'aller vous entretenir avec Dominique Strauss-Kahn, il n'aurait pas fallu aller vous entretenir avec certains dirigeants africains? Mais ils ne sont pas Écoutez-moi très bien. C'est pas à la France. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Je suis très souvent allé au Gabon. J'ai essayé de discuter avec Ali Bongo, mais il est impossible de rencontrer un chef d'État africain. Il est beaucoup plus facile de rencontrer Emmanuel Macron que de rencontrer Ali Bongo, Monsieur Paul Biya, vous comprenez? Alors, j'ai parlé à ceux qui m'écoutaient, Michel Roussin, Jacques Gauthier, qui était sénateur, qui est maire de Garches, ici dans les Hauts-de-Seine, et Dominique Strauss-Kahn m'avait fait une bonne impression à cette époque-là, quand on attendait de voir qui allait être investi. C'était en 2005. Malheureusement, à un certain moment, il a obéi à autre chose plus qu'à la politique. Et aujourd'hui, vu ses accointances avec certains dictateurs africains, je doute fort qu'il serait parvenu. Le problème reste... oui, j'ai dit, c'est pour ça que je doute finalement de lui. Alfred Django. Oui, mais Aurélie, vous citez un exemple type. C'est pourquoi je dis... c'est pas un exemple type, il assure les transactions, les négociations avec le FMI de plusieurs mois. Quand je dis exemple... Pardonnez-moi, on va revenir peut-être. Oui, exactement. Je vous en prie, Alfred Django. Ce que je veux dire, c'est que un chef d'État africain qui décide de rompre les chaînes de la dépendance vis-à-vis de tel ou tel pays ou de l'Occident, il peut le faire. Dis donc. Il peut le faire. C'est donc une question de volonté politique. On va voir ce que Laurent Désiré Kabila en pense, si dans sa tombe il peut se retourner parler. Là, on n'en parle même pas de Joseph Kabila. Ça, non, Laurent Désiré, pas Joseph. Le père, mais non, mais ça, c'est de la foutaise. Vous ne pouvez même pas le citer. Non,
Il peut le faire. Il ne peut pas. Mais Paul Kagame, il le fait. Pourquoi Paul Kagame le fait? Paul Kagame, pourquoi il le fait? c'est différent. Pourquoi c'est différent? Il y avait déjà un grand malheur au Rwanda. Au Rwanda, il y avait déjà eu des centaines de morts. Ce n'est pas des centaines de milliers de morts. Il fallait donc éviter. On ne s'entend plus. Oui, mais ce n'est pas à cause du génocide. Non, mais arrêtons-nous Aurélie Ganga, et ensuite je vous donnerai la parole. Ah, mais ce débat est passionnant. Arrêtons-nous sur le génocide rwandais. Avez-vous lu les derniers éléments qui sont sortis dans la presse, dans une enquête du Monde? Comment est né ce génocide, à votre avis? On ne va pas revenir là-dessus. Non, vous avez dit qu'il Alors, en quelques secondes, et ensuite on revient à l'aide publique au développement. On ne peut pas revenir sur les origines du génocide rwandais, on le connaît. Mais il y a plusieurs... N'est-ce pas parce que l'un des prétendants voulait avoir une liberté, une s'affranchir. Non, mais ça... Aurélie Ganga, c'est quand même autre chose que la question... Exactement. Voilà, là, on a une problématique purement économique. Oui. Donc, pour vous, Aurélie Ganga, l'Afrique ne peut pas se défaire de l'aide publique au développement. Non, je ne dis pas qu'elle ne pourrait pas. Je dis que c'est un système qui perdure depuis des millénaires. La réalité, elle est là. Donc, ce n'est pas en claquant des doigts qu'un chef d'État va sortir de je ne sais où et va dire « Eh ben moi, je veux m'affranchir ». Non, il y a différentes étapes. D'abord, quand vous regardez la majorité des monnaies africaines, effectivement, le franc CFA, par exemple, attendez, puisqu'on parle d'aide publique au développement et la nécessité qu'on a eu les indépendances, comme il a dit tout à l'heure, sur le papier, excusez-moi, bullshit, mais les indépendances économiques, on ne les a pas eues. On est tenu. Et l'un des éléments de la souveraineté d'un État, c'est la monnaie. La monnaie. Alors, est-ce que l'Afrique, alors vous parlez de la monnaie, alors est-ce que là aussi, c'est pas une question de volonté politique? Non, c'est pas la monnaie qui fait l'économie. C'est pas ce qu'on a dit. Ce n'est pas la monnaie qui fait l'économie. Alors, est-ce que vous n'écoutez pas? On a dit l'un des éléments de souveraineté. L'un des éléments de souveraineté, c'est la monnaie. C'est la question de la souveraineté que vous évoquez tout le temps. Tous les chefs d'État africains aujourd'hui... Alors, s'il vous plaît. Chers consoeurs, partagez le temps de parole. Parce que là, voilà, Jacques vous risquez de faire comme ces chefs d'État africains qui sont tyrans et qui demeurent à 100 ans. Partagez le temps de parole. Alors, je vais vous dire une chose. Revenons sur l'OCDE. Je persiste et je maintiens, l'Afrique n'en a pas besoin. L'Afrique a besoin de bonne gouvernance. Observez, j'ai noté quelque chose avant d'arriver ici. Je souhaite partager avec vous le décrochage observé sur le plan politique tend à se confirmer à quelques nuances près sur le plan économique, avec une Afrique centrale francophone maintenue sous ajustement structurel du FMI, pendant que d'autres pays expérimentent de véritables progrès économiques, à l'instar du Ghana, du Nigeria, en passant par l'Angola, le Botswana, puis en remontant le Kenya, l'Éthiopie. La bonne gouvernance va de pair avec l'économie. Observez. Les pays d'Afrique de l'Ouest sont en train de penser à une nouvelle monnaie pendant qu'en Afrique centrale, où des gens sont au pouvoir depuis Mathusalem, on n'y réfléchit même pas encore. Oui, la bonne gouvernance va avec l'économie, et sans bonne gouvernance, l'économie ne marchera jamais. Eh bien, c'est pourquoi je dis la question monétaire, pour moi, est accessoire. C'est la question de la bonne gestion, bonne gouvernance. Mais je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord. Vous permettez. Lorsque le Trésor public français garde 50% de vos devises, vous voulez avancer. La réponse d'Alpha Tchango. Non, ce n'est pas ça. Alors c'est quoi alors? Il faut aller dans le fond de de ce lien qui lie la Banque nationale française, la Banque de France, et les États d'Afrique à franc CFA. Vous n'avez pas été nommé sénateur aujourd'hui, rassurez-moi. Pardon? Vous n'avez pas été démocratiquement nommé sénateur et le premier démocratiquement informé aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est ceci. Tant mieux. Ce que je veux dire, c'est ceci. Ouais. On a une économie. Ce qui fait l'économie solide, c'est quoi? C'est d'abord d'avoir des structures, des moyens qui permettent de produire, d'exporter, de produire, d'exporter, d'importer, et d'avoir une banque centrale qui sait justement, à partir des dividendes qui reviennent, les redistribuer normalement. Il y a un ministre du pétrole du Congo, pour ne pas le citer, Brazzaville, qui avait dit à l'époque... Pardon Alfred Tchango, c'est extrêmement intéressant cette question de l'OCDE. Mais on va marquer une courte pause, on reviendra bien sûr sur ce débat dans quelques secondes. À tout de suite.